Alors, moi, je voulais d'abord commencer par un mot que n'a pas cité Monique, mais qui, à mon avis, complètement contenu dans son propos, c'est qu'on est en train de vivre une révolution. Elle a dit bouleversant. Ben oui, on est en train de vivre une véritable révolution. La révolution numérique qui est, comme vous le savez, extrêmement liée à la mondialisation, qui fait que finalement des informations sont extrêmement partagées en un temps record et parfois même de façon quasi simultanée, ce qui nous donne ce sentiment d'ubiquité qui est parfois à la fois sidérant, extraordinaire et en même temps extrêmement perturbant, puisqu'un même sujet peut envoyer des messages et ça fait le tour de la planète à la vitesse de la lumière et parfois même encore plus rapidement que la vitesse de la lumière. Donc c'est une révolution et Monique l'a très bien dit, qui est donc très récente, on n'en vit sans doute que le début. Dans 3 ans, la Maison des Ados de l'Aude nous invitera peut-être, mais par l'intermédiaire de nos hologrammes. On viendra en 3D, et vous aussi d'ailleurs. Et enfin, je plaisante, mais enfin, vous voyez bien que il est vraisemblable que les choses vont encore extrêmement se modifier. Et par exemple, on est en train de vivre probablement la fin des écrans. Il est vraisemblable que dans, je ne sais pas combien de temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, on va claquer des doigts et hop, on a Brad Pitt en 3D devant soi. Des choses qui pourraient paraître, si vous voulez, de la science-fiction il y a 5 ans, et qui, on le voit bien, sont à nos portes, puisque les militaires utilisent déjà ces technologies dans leurs outils de guerre. On vit une révolution, et donc il faut qu'on ait absolument en tête une première chose, c'est que qui dit révolution dit résistance. Et en ce moment, les résistances, elles sont du côté des adultes. Les ados, les jeunes, les enfants, les ados, les jeunes ont absolument adopté le numérique. Ils sont digitaux. Et je voulais juste vous rappeler, parce que c'est toujours important, on utilise toujours des mots, on ne sait pas toujours pourquoi on les utilise. Je vous rappelle qu'on dit numérique, et nos amis anglo-saxons disent digital, parce que pour envoyer des informations par ces voies de nouvelles technologies, on chiffre des informations, on les chiffre avec 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est-à-dire les doigts de la main. C'est pour ça qu'on dit le monde numérique. Et on utilise des numéros pour coder les infos, et nos amis anglo-saxons, eux, disent digitaux, les doigts de la main servent au transport de ces informations. Eh bien, nos enfants sont digitaux. Ils prennent le monde avec une main qui est en effet à la fois figurée et en même temps extrêmement réelle, puisqu'aujourd'hui, les écrans tactiles, par exemple, comme leur nom l'indique, consistent bien, vous voyez d'ailleurs les petits-enfants aujourd'hui en pédopsychiatrie, quand on reçoit en consultation des tout-petits de 3 ans, si on leur donne un iPhone dans la main, tout seuls, ils font comme ça déjà, parce qu'ils ont vu leurs parents faire glisser les informations sur un écran. Ils sont déjà donc numériques, dès tout petit, et il y a des collègues qui font en ce moment des expériences hallucinantes avec des bébés qui sont capables d'aller chercher dans le photothèque de leurs parents sur les smartphones la photo de maman, directement. On leur a jamais appris, et intuitivement, ils savent utiliser cet outil. Et donc ça, c'est un autre aspect, un autre mot-clé qui est très important, c'est que le monde numérique fonctionne énormément par intuition, et ça, évidemment, ça vient encore s'ajouter à nos résistances. Je dis nous, parce que quoi qu'on en dise, et même quand on est, nous adultes, convaincus qu'on est ouvert au monde numérique,
on est quand même plus résistant que nos enfants et nos adolescents. Et évidemment, parmi les raisons de nos résistances, il y a aussi cette affreuse réalité qui est que normalement, entre guillemets, normalement, depuis la nuit des temps, on était habitué à ce que ce soit les anciens qui enseignent aux jeunes. C'est le fabricant de clés qui apprend à faire des clés, qui a des apprentis. Et là, aujourd'hui, on est très souvent dans le monde numérique les apprentis de nos propres enfants qui nous expliquent comment ça marche. Quand un ordinateur est planté au centre Abadie, je fais appel aux adolescents. Je préfère que ce soit mes patients adolescents qui interviennent plutôt que le service technique de l'hôpital dont je ne suis pas certain, si vous voulez, de l'efficacité. Alors qu'un ado de 14 ans, d'ailleurs ils viennent, l'autre jour il y en a qui me dit « Monsieur Pomereau, vous voulez que je vous casse Photoshop ?» Alors sur le coup, je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. J'ai dit « Que tu me cases ?» Non, que je vous le casse. Il a 14 ans. Il est capable de briser le code d'un logiciel connu et cher dans le commerce pour l'utiliser, comme le disait Monique, de façon tout à fait gratuite. Mais alors ça, il faut bien qu'on ait conscience qu'il y a des résistances. Et ce sont ces résistances adultes qui, à mon avis, nous desservent parce que on ne cesse de critiquer, finalement, de dire, voilà, ils passent leur temps devant leur ordi, ils sont tout le temps en train de regarder des séries au lieu de réviser, ils sont toujours en train de tripoter leur smartphone plutôt que d'écouter en cours, etc. Et donc, si on les comptabilise, et je vous invite à le faire à titre expérimental, dans une journée, le nombre de fois où on va contester, critiquer, attaquer, alors parfois à juste titre, on va le voir, bien sûr qu'ils passent beaucoup de temps et parfois beaucoup trop de temps à faire ça, mais il n'empêche qu'il y a d'énormes résistances et dans le milieu éducatif en particulier, au sens large du terme, mais avec l'éducation nationale, à mon avis, en chef de file, il y a des résistances très très importantes dans l'accès au numérique, qui est presque considéré comme un concurrent. Beaucoup de professeurs ayant peur que Google, finalement, les remplace en termes de savoir, ce qui est évidemment un fantasme, parce que Google ne peut pas remplacer un enseignant. La transmission éducative ne peut pas se faire seulement par de la transmission d'informations. Il ne faut pas confondre transmission de la communication et transmission éducative. Mais toujours est-il que les principales résistances sont chez les adultes. Et nos enfants, nos adolescents, qui sont donc des enfants du numérique, curieusement d'ailleurs, ça Monique ne l'a pas dit, elle n'a pas eu le temps peut-être de le dire, curieusement, plus ils sont numériques, plus ils continuent à adopter nos vieilleries, si vous m'autorisez cette expression, pour parler par exemple de nos musiques. C'est sidérant, moyenne d'âge au centre Abadie des ados, 15 ans, atelier musique, qu'est-ce qu'ils veulent chanter, qu'est-ce qu'ils veulent jouer, Cendrillon de téléphone, les bras vous en tombent, 1982, Stairway to Heaven de Led Zeppelin, ah bon, c'est-à-dire les vieilleries des années 80, et ils ont des cahiers, et ils écrivent des poèmes dedans, et ils s'envoient des petits billets, etc. Donc les mêmes, si vous voulez, qui sont avec leurs appareils, et en effet de toute dernière technologie, puisque la plupart des ados sont, comme vous le savez, équipés par les grands-parents. Vous savez que c'est les grands-parents qui achètent des BlackBerry et des iPhones aux petits pour leurs étrennes ou pour leur anniversaire. Ils ont donc des outils extrêmement performants, mais ils n'ont pas abandonné l'écriture, et l'écriture la plus
voyez, celle qui est vraiment dans nos esprits et dans l'esprit de nos grands-parents la plus basique, c'est-à-dire dans des cahiers à spirale, dans des cahiers d'écoliers, ils écrivent, ils recopient des pensées, des poèmes, ils font des collages, etc. Donc, ils n'ont pas abandonné notre monde de l'écrit. Ils ont adopté une autre façon d'être et ils sont, et je vais vous le dire sous la forme d'une boutade, mais ils sont plus républicains que le slogan liberté, égalité, fraternité, sauf que eux, ils l'appliquent absolument dans le monde numérique. Liberté, Monique l'a parfaitement montré tout à l'heure, hein, le free access, c'est ça qu'ils veulent. Égalité. Hier soir, j'avais une maman et sa fille de 14 ans en consultation. La fille se fait attaquer par sa mère qui lui dit devant moi « J'en ai marre que tu passes ton temps à regarder des séries au lieu de bosser ». La fille se tourne vers sa mère et, superbe, lui dit « Et toi, t'as vu ce que tu regardes aussi comme émission ? Égalité ». C'est-à-dire que là, c'est pas... non, non. Et quand vous dites, vous l'avez vu, vous croisez un ado, si vous dites bonjour, il vous répond immédiatement bonjour. Mais si vous dites rien, il dit rien non plus. Et de toute façon, le monsieur ou madame, ou, etc., a complètement disparu. Il y a un principe dans leur esprit, un principe d'égalité qui, je pense, est tout à fait contenu dans l'histoire de ce développement du numérique. Et puis la fraternité, parce qu'en effet, ils sont mondialisés. Et donc, comme Monique l'a dit, il y a des trucs qui circulent, et les vidéos qui circulent, elles font le tour de tout. Le dernier truc en date qui défraie la chronique Internet, c'est Allô, tout le monde connaît, hein, elle n'a pas de shampoing. Tout le monde connaît. Qui ne connaît pas le truc Allô? Ça vous dit rien du tout? C'est une jeune femme qui a, lors d'un jeu de télé-réalité, et alors qu'elle voulait manifester sa stupéfaction d'apprendre qu'une de ses congénères n'avait pas de shampoing, a dit à l'écran, geste à l'appui en faisant comme ça, allô? Non mais allô quoi? T'es une fille et t'as pas de shampoing? C'est comme si je te dis, t'es une fille et t'as pas de cheveux. Ça fait le tour de France. Mais pour prendre notre petit pays, c'est invraisemblable, si vous voulez. Si vous allez voir, vous tapez ce soir en rentrant chez vous, allô, et vous allez voir le nombre de publications qu'il y a sur Internet sur ce sujet, c'est absolument invraisemblable. Alors, ils sont dans cette logique-là. Ce sont, et ça c'est très important parce que c'est finalement ça, moi, que je dois vous dire, c'est que, et là il y a un vieux débat entre la sociologie et la psychologie, mais je crois qu'il faut accepter de ne pas mettre ce débat à cet endroit-là. On ne sait jamais quelle est la poule et quel est l'œuf. Mais ce qui est sûr, c'est que l'évolution des sciences, l'essor des sciences et des techniques, et l'évolution des mentalités, et l'évolution des modes de vie sont, bien entendu, complètement interactifs. Alors, qu'est-ce qui déclenche quoi? J'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est que les mentalités changent et qu'il est donc complètement illusoire aujourd'hui de vouloir continuer à prendre en charge ou à éduquer des enfants comme c'était avant, c'est-à-dire avant l'an 2000. Voilà. Ça a changé. Il faut accepter cette idée-là, parce que si on ne l'accepte pas, on peut plus communiquer avec nos enfants. Alors, un exemple, enfants de l'image. Ce sont des enfants de l'image.
N'oublions pas qu'ils sont nés, ils avaient déjà été pris en photo dans le ventre de leur mère, puisque avant l'an 2000, ils ont de toute façon, leurs mères ont connu l'échographie 3D haute résolution qui faisait ses débuts, mais qui donnait déjà un cliché parfait à 4 mois de grossesse. 2. Et j'ai des ados qui sont venus me voir avec leur book B2OK. Sur la première page, il y a le cliché de l'échographie de leur mère, et ils disent « et ça c'est moi ». Photographiés avant même de naître, si vous voulez. Et donc ensuite, ils n'ont pas cessé d'être photographiés, filmés, ils ont connu tout ce que leurs parents ont acheté pour Noël, etc. Vous voyez, tous les appareils photo, tous les caméscopes, etc. Ils ont été complètement pris par ça. Et donc, en parallèle, ils ont appris très vite à se produire, comme on le dirait d'artistes. Et ils ont donc, comme vous le savez, en tant qu'enfants de l'image, une attention tout à fait particulière et vraiment dont on ne doit pas rigoler. Enfin, même si je vais vous le dire en essayant de vous faire rire, on doit le prendre sérieusement. Ils ont un besoin fondamental de gérer leur image. Aujourd'hui, une adolescente de 14-15 ans doit passer le matin entre 3/4 d'heure et 1 heure pour se préparer. Les jours de lissage des cheveux, c'est-à-dire à peu près 1 jour sur 2 ou 1 jour sur 3 en moyenne, lissage de cheveux avec le lisseur à plaque céramique que mamie aussi, encore elle. Beaucoup la faute des mamies, hein. Lui a acheté le lisseur plaque céramique et là, 1 heure pour lisser les cheveux. Et donc ça c'est les filles, et les garçons ne sont pas en reste, puisqu'on estime qu'eux aussi, même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne s'en vantent pas, ils vont piquer le lisseur à cheveux de leur sœur pour se faire la fameuse mèche qui leur barre parfois le visage en 2 parties. On leur dit « Tu es là ? Oui, oui. Tu pourrais pas relever ? Non. » Bon, d'accord, voilà. Donc, qui étudie la chute du t-shirt sur les reins, l'apparition du caleçon, enfin, etc. Vous connaissez tout ça. Donc, enfants de l'image, amenés à gérer leur image sur eux et leur image sur les réseaux sociaux, et donc notamment sur Facebook, dont je vous rappelle, le mot veut dire trombinoscope, puisqu'au départ, c'était quand même tout à fait sur un campus, l'idée d'échanger des photos entre étudiants. Eh bien, ils se produisent, nos enfants, parce qu'il faut arrêter de croire que n'ont accès à Facebook que les adolescents, bien sûr, les enfants le font aussi, maintenant, et de plus en plus tôt, puisqu'on estime aujourd'hui que la préadolescence démarre à 8 ans. C'est sidérant. Parce que normalement, la puberté arrive à 12 ans et demi. Et donc, il y a 4 ans et demi avant, les filles veulent déjà avoir des... Enfin, vous savez, si vous avez des petites filles qui sont déjà dans le look, quoi, tu m'as acheté un jean au marché, mais enfin, non, mais n'importe quoi, il n'y a pas de marque, je le mettrai jamais, enfin, etc. Toutes ces observations. Ils sont extrêmement vigilants là-dessus et ils ne rigolent pas avec le look, ils se produisent en images et ils consomment énormément d'images. Et ça aussi, ce mot, je voudrais insister là-dessus, ce sont absolument des enfants de la consommation, enfants de la consommation qui ingurgitent tout et n'importe quoi, aussi bien de la nourriture, des barres chocolatées, des films, des séries, et en effet, ils passent par exemple, moi j'ai des patientes qui peuvent passer, si vous voulez, une journée entière à passer toutes les séries d'une saison. C'est hallucinant, ça veut dire 9 heures de film, ça veut dire. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 9 heures de film? Elle a été éventuellement faire pipi de temps en temps, se faire réchauffer un truc au micro-ondes, genre une pizza, manger des bonbons qui pétillent avec ses copines, parce qu'entre-temps, elle répond à ses messages, etc.
Et évidemment, elle est polyactive, passive, puisque en même temps qu'elle ingurgite les séries comme elle mange le reste, c'est-à-dire toutes ces cochonneries, ces bonbons, etc. Le grand truc, c'est les bonbons qui pétillent, c'est le grand truc des très jeunes ados aujourd'hui de 12-13 ans qui font des soirées pyjama d'un truc particulier, c'est-à-dire qu'elles se matent des films XXX en mangeant des bonbons qui pétillent. Et quand on leur dit qu'est-ce que vous avez fait avec tes copines? Non, pas aux parents, hein, parce que les parents croient qu'elles fêtent leur anniversaire en regardant le Roi Lion, enfin. Qu'est-ce que vous avez fait? On a regardé le Roi Lion. En fait, elles étaient à manger des bonbons qui pétillent, un petit coup de tequila ou de vodka par-dessus, à rigoler de quoi? De la viande du sexe, qui pour elles est un truc distinct de la vie sentimentale. Nos ados aujourd'hui, et ça il faut qu'on l'ait bien en tête, ont dans la tête une sorte de double réalité, on pourrait presque dire de double clic. Il y a la vie sentimentale, là rien n'a changé. Ils sont romantiques, ils aiment, ils veulent être aimés, ils s'envoient des petits mots doux, ils se font des petits cœurs, etc. Enfin, ok, hein, tout ça, c'est de la vie sentimentale, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, mais il y a aussi le plan cul. 12 ans. Et alors, vous étiez avec qui? On était avec Jérémy. Ça s'est fini comment? Oh, ben on lui a fait une petite pipe pour la route. Rappelle-moi ton âge, Dorothée. 12 ans. Quand même, hein? Donc, il y a quelque chose là d'important à noter, c'est que il y a une sorte de, par endroit, de disjonction entre le sexe, qui fait partie évidemment de l'ébullition adolescente, normalement, hein, et puis de la vie sentimentale. Et cette disjonction, elle peut les entraîner parfois dans des expositions extrêmement dangereuses. Je vais vous en dire un mot dans un instant. Je vais revenir sur cette histoire d'exposition parce qu'elle me paraît très importante. Mais juste avant, enfant de l'image, donc enfant du zapping, enfant du double clic, enfant du je passe d'un monde à l'autre le plus vite possible, je n'accepte pas le délai, je n'accepte pas que ça mette du temps pour passer d'un état à l'autre, je veux que ça aille tout de suite. Et c'est comme ça que je m'explique que enfants du zapping au sens propre dans les images, ils sont aussi enfants du zapping dans les conduites qu'ils adoptent. Et là, j'aimerais beaucoup que Monique me dise tout à l'heure ce qu'elle en pense. C'est comme ça que j'interprète aujourd'hui les beuveries invraisemblables auxquelles se livrent nombre d'adolescents, comme si, en semaine, c'était le mode prise de tête, parce qu'il y a l'école, il y a les parents, il y a la vie familiale compliquée, avec les familles séparées, recomposées, ou en conflit avec les parents, enfin peu importe, il y a toujours des problèmes. Donc c'est le mode prise de tête. Et en fin de semaine, on veut passer le plus vite possible du mode prise de tête au mode lâchage, fiesta. Mais pour obtenir cet effet de basculement le plus rapidement possible, on utilise les moyens les plus efficaces. Et les moyens les plus efficaces, c'est les alcools les plus forts. Et lequel? La vodka, numéro 1 en Europe chez nos ados, parce que ça rend ivre en 14 minutes chrono. Et que là, nous, on l'observe dans mon service, si vous voulez, on est de plus en plus amenés à recevoir le lundi ou le mardi des ados qui ont été reçus aux urgences pendant le week-end en état de coma éthylique. Je ne vous parle pas d'avoir bu un coup de trop, c'est coma éthylique 3,5 grammes. Quel âge? 14 ans. Qui ça? Une fille. Nouveau. Parce que avant, enfin normalement, encore une fois, normalement, il y a 20 ans, si vous voulez, c'était les adolescents garçons qui pouvaient se livrer à de véritables beuveries, après des matchs de rugby, après dans des fêtes, etc. Aujourd'hui, les filles sont en concurrence directe avec les garçons de ce point de vue-là. Et
enfants de l'image et enfants du zapping, avec, semble-t-il, en tout cas c'est comme ça moi que je l'interprète, un fort appel du pied sur nous les adultes par rapport à eux. C'est un peu comme si il nous disait, vous nous mettez dans une société de consommation. Vous, les adultes, vous nous avez rendus consommateurs depuis qu'on est tout petit. Eh bien, on consomme. On n'arrête pas de consommer. On ingurgite tout ce qui nous passe sous la main. Mais en même temps, assez souvent, qu'est-ce qu'on fait? On se gave au point de se rendre malade. Et qu'est-ce qu'on fait? On produit le symptôme adolescent aujourd'hui le plus fréquent avant la fièvre, c'est le vomi. Les ados n'ont jamais autant vomi. Vous le savez, ça? Alors, comment ils vomissent? Quand est-ce qu'ils vomissent? Alors, Chloé, ce matin, c'était jour de lissage des cheveux. Donc, elle n'a pas eu le temps de faire son petit-déj. Donc, elle s'est lissé les cheveux, elle a pris la salle de bain en otage. Sa mère s'est énervée, lui a dit « Oui, tu vas partir au collège, tu n'as même pas bu ton petit-déj ». Elle lui prépare vite fait son bol de céréales. L'autre, excédé, juste avant de partir, avale le bol de céréales pour que sa mère ne lui prenne pas la tête. Ensuite, elle court parce qu'elle va rater son bus ou son train pour aller au collège, parce que beaucoup d'ados prennent des moyens de transport très tôt le matin pour aller au collège. Ce jour-là, en plus, elle a un contrôle à 10 h, donc elle court. Elle n'a pas eu le temps de bien ingurgiter son petit déjeuner. Elle a du stress, elle arrive devant le collège, elle gerbe, comme ils disent. Elle va aller voir l'infirmière. Oh, ben, elle fait une gastro. Maman, madame Dupont, ben oui, votre fille a l'air de faire une gastro, il va falloir venir la récupérer. Elle rentre à la maison sous une gastro qui est une gastro psychique. Hein. Premier cas de vomissement. Deuxième cas, elle fait une crise de boulimie. Les ados d'aujourd'hui, et en particulier beaucoup les filles, font beaucoup de crises de boulimie au cours desquelles elles ingurgitent massivement des nourritures justement en général très caloriques et très grasses, et comme elles ne peuvent pas supporter l'effet que ça va faire sur leur image, elles se font vomir. Énormément de jeunes filles à poids normal, je ne vous parle pas de jeunes filles qui ont l'air anorexiques, qui sont à poids normal, font des crises de boulimie. J'estime aujourd'hui que dans une classe de 30 élèves, si vous voulez, il y a au moins 4 boulimiques. C'est énorme quand même. Pardon? Ah non mais c'est énorme, vous n'imaginez pas, mais ils ne le disent pas. Énormément. Quand on discute avec des ados, demandez à vos ados, est-ce que tu as une copine qui fait des crises de boulimie? Elle ne peut pas vous répondre non. Toutes connaissent au moins une copine qui fait des crises de boulimie. Donc, oui. Alors évidemment, il y a celles qui sont dans le circuit anorexie-boulimie très grave, très pathologique, où là elles sont ou très maigres, ou en phase après des phases de restriction, en phase de boulimie. Mais là, je vous parle de l'explosion des boulimies à poids normal, qui ne sont pas dans la privation, qui sont dans des moments comme ça de crise, où elles ne peuvent pas s'empêcher d'ingurgiter énormément de choses et de se faire vomir. Donc, une nouvelle raison de faire vomir. Ensuite, ce qu'on vient de dire, le passage là du mode prise de tête au mode lâchage avec l'alcool et très souvent le cannabis, fait quoi? Fait que le vendredi soir ou le samedi soir, il y a obligatoirement dans une fiesta adolescente aujourd'hui des gens qui vomissent. Demandez là encore à vos ados s'ils ne connaissent pas quelqu'un qui a vomi. Ça va les faire beaucoup rire d'ailleurs, si on leur demande ce truc-là, parce que ça fait vraiment complètement partie de la fête. Où est Jérémy? Il vomit dans la baignoire. Où est passée Nathalie? Elle vomit dans le lit des parents. Enfin bon. Et au petit matin, dans beaucoup de nos villes, les places publiques sont nettoyées par les agents municipaux, parce que sur les places publiques,
il y a des déjections qui seraient l'équivalent des fientes de pigeons chez les ados, c'est-à-dire les canettes de bière, les cadavres de bouteilles et les traînées de vomi. Certaines jeunes filles aujourd'hui ne mettent pas leurs chaussures neuves pour aller en discothèque parce qu'elles savent que dans les toilettes de la discothèque à 2 h du mat', on marche sur un terrain glissant. C'est pas... Bon. Eh bien, moi, je prétends que s'ils vomissent autant... Alors, je rajoute la vraie gastro, entre guillemets, c'est-à-dire que enfants de la consommation qui ont été élevés dans le produit archi-stérilisé, l'enveloppe en plastique autour du sandwich, etc., sont devenus hypersensibles à ce petit ami que nous avons tous sur nous, qui s'appelle Escherichia coli, et qui est un petit microbe vraiment de rien du tout, normalement, sauf que, aujourd'hui, eh bien, en effet, l'hypersensibilité à ces petits microbes fait que beaucoup d'ados font des gastro, et donc, parmi les symptômes qu'ils vont présenter, les vomissements. Et ça, je crois que c'est très important qu'on en ait conscience, parce que autant de rejet, autant de restitution chez des enfants et des adolescents par ailleurs extrêmement consommateurs, ça doit quand même nous interroger sur la nature de ce qu'on leur donne justement à ingurgiter. Est-ce que ça leur convient tant que ça, ce qu'on leur donne pour qu'ils le régurgitent de façon aussi importante? Je vous parlais tout à l'heure de l'exposition. C'est probablement l'un des dangers aujourd'hui auquel on est aussi amené, parce que ces enfants du zapping et de l'image semblent, je mets le semble entre guillemets, vouloir absolument se différencier entre garçons et filles sur le plan de l'apparence physique. C'est sidérant de voir le nombre de jeunes filles qui s'habillent en short minimaliste, en mini-jupe et en bas résille, en petits hauts débordants et pigeonnants, qui leur donnent, par exemple, l'auteur de Halo, mais Halo quoi? Franchement, si vous ne savez pas que c'est une candidate de télé-réalité, vous pouvez penser que c'est une prostituée. Elle a une tenue en short blanc et en petits hauts extrêmement échancrés, qui aurait pu être une tenue de prostituée il y a 20 ans. Vous voyez le truc? Pourquoi c'est comme ça? Oui, bimbo, enfin, flashy, surexposition, hyper sexualisée. Pardon? Oui, et superficielle aussi, mais qui donne à penser parce qu'on se dit, bon, à quoi ça correspond? Enfin, quelle est la fonction de cette hyper-érotisation de l'apparence qui, de façon tout autant bizarre, semble rendre les garçons extrêmement indifférents à ce qu'ils voient. Vous voyez, c'est un peu comme à des taureaux, que vous agitez des chiffons devant, et eux, ils continuent à brouter de l'herbe, et c'est ce qu'ils font d'ailleurs, parce qu'ils fument du cannabis pendant ce temps-là. Ils broutent de l'herbe. Les filles sont dans des démonstrations de montrer des choses qui feraient hérisser les poils de leur maman féministe, quand même, parce que c'est quand même, leurs mères sont des anciennes féministes. Et elles se mettent en surexposition, et les garçons, ils sont en rond, eux, en train de fumer des pétards. Et donc là, qu'est-ce que ça donne à voir? Et qu'est-ce que ça dit c'est quelque chose, enfin, je voulais souligner cet aspect-là, parce que ça me paraît très très important, quand on travaille avec eux, sur justement les images qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'ils en disent de ces images-là, et je trouve que c'est très intéressant quand on fait des groupes d'adolescents sur ce qu'ils sont capables d'en dire. Quoi qu'il en soit, je vois que le temps, moi aussi, passe et que je ne vais pas pouvoir vous dire tout ce que je voudrais vous dire. Oui.
Ah ben, mais c'est ce que a dit Monique tout à l'heure, et qui est très juste, c'est-à-dire qu'une même chose peut être à la fois source d'admiration et source de critique ou de moquerie. Et aujourd'hui, les deux font la paire, si je puis dire. C'est-à-dire que la moindre information est donnée et rapidement détournée. Et en effet, par exemple, autour de Cahuzac, c'est invraisemblable le nombre de... Et ça continue, et les gens... on ne sait plus si, d'ailleurs, si tellement ils critiquent, s'ils contestent, s'ils ont un regard jugeant sur l'événement lui-même, ou si ce qui les intéresse le plus, c'est l'autre regard, c'est-à-dire tourner en dérision la question. Un peu comme s'il y avait, et c'est, je crois, moi, comme ça que je l'analyse, un système de double réalité. Et ça, les ados sont là-dedans. Je vous donne un exemple. Une de mes patientes, alors je continue sur le même prénom pour pas... Elle s'appelle Chloé. Je vais lui demander, Chloé, est-ce que tu as quelqu'un en ce moment? Elle me répond oui. Je lui dis, vous voyez tous les jours? Elle me dit, bah ouais. J'ai fait exprès de dire quelqu'un, parce que ça pourrait être une fille ou un garçon. Et il faut faire aujourd'hui très attention sur cette indifférenciation du quelqu'un. Sinon, vous risquez de vous faire attaquer sur « mais non, mais attendez, je suis comme ci ou je suis comme ça ». Donc, tu le vois tous les jours? Oui. Alors, là, on est obligé de dire il ou elle? Il. Et où est-ce qu'il habite? À Lille. Et vous sortez ensemble? Ben ouais. Mais comment ils sortent ensemble? Eh ben, ils sortent ensemble par Skype et par webcam, quoi. Ils se sont pas encore vus, en vrai. Et là, ils rajoutent en vrai. Donc, il y a la vraie vie et il y a l'autre vie. Et nous, les adultes, et nous, les professionnels, nous devons être extrêmement attentifs à cette affaire-là. Au lieu de critiquer, de dire tout de suite « Ah ouais, ben donc ça compte pas ». Non, non, c'est pas ça. C'est un principe de double réalité. Il y a la réalité en chair et en os, et il y a la réalité virtuelle. Et nos enfants du numérique sont sur les deux tableaux. Ça ne veut pas dire qu'ils... Par exemple, ils sortent ensemble virtuellement, mais ils ont envie de se voir. Et d'ailleurs, ils vont faire le plan de se voir. Mais en même temps, leurs défenses psychologiques vont éventuellement les amener à tout faire pour ne pas se voir. Ils vont prétendre qu'ils veulent se voir, mais ils auront raté leur train, ils ne savaient pas que Lille c'était aussi loin, enfin des trucs. Parce que, attendez, les mamies, et ça je le dis, j'en profite, hein, les mamies, il faut leur dire quoi? Il faut leur dire d'acheter des mapmondes qui font table de chevet, plutôt que des appareils, que des smartphones, parce qu'ils n'ont aucune représentation de où ça se passe dans la géographie. Et ça, c'est un vrai souci. C'est-à-dire que, bon, alors là, j'aurais aimé le faire avec Monique, je l'ai fait avec une de ses collègues sociologues. J'ai fait le test suivant, qui est abominable. 100 collégiens réunis dans une salle comme celle-là. Et on leur a présenté 3 minutes de film d'actualité sans le son et sans aucune légende. Ça représentait des chars d'assaut faisant des manœuvres quelque part dans un désert en soulevant des nuages de sable. Et c'est tout. Première question, qu'est-ce que c'est? On obtient de façon attendue les 15% de provocateurs qui nous disent des tracteurs, des camions-citernes, enfin, n'importe quoi. Ok, d'accord. On met de côté les 15% de provocateurs. Ceux qui ont dit c'est des armes, c'est des chars, etc. On leur demande où ça se trouve dans le monde. 50% répondent n'importe quoi. Estonie, Lituanie, des mots qu'ils ont entendus ou lus sur Internet, ils ne savent pas où c'est, mais ils disent au hasard. Ok, on prend la moitié de ceux qui ont dit c'est en Afrique, enfin, vous voyez,
télévision. Et là, pour ceux qui ont répondu complètement, on leur dit, alors, il s'agit d'images d'archives du conflit israélo-palestinien. Petit 1, de quoi s'agit-il? Petit 2, où ça se trouve dans le monde? Affligeant. Réponse numéro 1, de quoi s'agit-il? Je vous donne la meilleure réponse. J'ouvre les guillemets. Des trucs entre les Arabes. Fermez les guillemets. Non mais vous vous rendez compte de ça? Des collégiens de centre-ville. Hein. Deuxièmement, où ça se trouve dans le monde? Zéro réponse. Ils ne savent pas où est le Moyen-Orient. Donc, les mêmes qui sont géolocalisables à 1,5 m près, selon les derniers outils, qui sont donc capables de zoomer avec Google Earth de Carcassonne, de la planète Terre à Carcassonne sans aucun problème en 30 secondes, ont une représentation du monde qui est complètement pas complète. Il y a un problème, là, il y a un petit défaut, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, voyez-vous, l'un des enjeux, à mon avis, de l'éducation de demain, d'aujourd'hui et de demain, mais ça va être d'essayer de faire coïncider ces deux réalités. La réalité virtuelle, dans laquelle ils sont en effet extrêmement à l'aise, et la réalité en vrai, qui demande quand même à être un peu connue pour qu'on comprenne le monde, pour qu'on soit capable d'avoir une vision critique du monde. En même temps, parce que j'aurais l'air de démolir le truc, en même temps, force est d'admettre, et mes collègues neurobiologistes sont en train de le démontrer, que le cerveau est en train de se modifier, que probablement la génération future va avoir des modifications dans les circuits de neurones et dans les zones du cerveau qui agissent, qui vont être considérablement modifiées. On est en train d'observer deux choses. Premièrement, un allongement antéro-postérieur du cerveau, avec la zone occipitale qui représente les zones de projection visuelle qui est en train de se développer d'une manière extrêmement importante. Donc ça, je vous le dis pour ceux qui veulent, pour les enfants, pour leur prochain travail, travailler dans le domaine des images, ça ne sera pas perdu. Hein. C'est encore de l'avenir. Hein. Il y a encore beaucoup de choses à inventer du côté des représentations en images. Et donc, ils ont le cerveau qui augmente comme ça, de l'occiput au cortex frontal donc est un cortex de réflexion, et ils sont audio à fond. Ils ont les aires temporales qui sont en train d'énormément augmenter. Donc ils sont à fond audiovisuel. Et du coup, quand ils sont en train, vous discutez avec eux, alors Jérémy, qu'est-ce que vous avez fait samedi? Rien, on a juste fait, j'ai fait un basket avec des potes. Mais qu'est-ce que tu fais, Jérémy? Non, mais je réponds à Nathalie. Mais attends, on est en train de discuter, Ben ouais. Ils sont capables, de façon étonnante. Et alors évidemment, ça nous sidère, ça nous chamboule, ça nous bouleverse, parce qu'on n'est pas comme ça. Eux sont capables de faire plusieurs trucs en même temps. Ce côté polyactivité est incontestable. Alors, est-ce que ça réduit leur concentration? Est-ce que ça les rend moins performants sur le plan intellectuel? Rien ne le prouve aujourd'hui. La seule chose que nos collègues constatent, et là, il y a des profs parmi vous? Non, oui. Le seul constat qu'on est obligé de faire, c'est que ce qui semble se réduire, c'est la durée de concentration sans pause. 20 minutes. 20 minutes de concentration, et là, il faudrait une pause pour qu'ils puissent capter
à nouveau avec de la concentration. Donc il va y avoir des temps scolaires quand on parle des semaines, des nouvelles semaines, mais c'est des trucs complètement has-been. Hein. On n'en est plus là. On en est à redécouper une heure de cours, si vous voulez, normalement. Ils sont plus pareils, ils ont changé, ils sont différents, et ça, il faut absolument que nous l'entendions, parce que sinon, sinon on est à côté de la plaque et on peut pas communiquer avec des petits mutants qui sont en train de muter à la vitesse grand V. C'est comme ça. Ils reçoivent des informations, ils en jettent la moitié, ils prennent le reste. Ça va être fonction de plein de trucs, de paramètres, mais qui sont différents. Pour arriver à communiquer avec eux, je crois qu'il faut que nous acceptions d'utiliser les nouvelles technologies en essayant de modérer nos résistances. Et donc moi je suis très content de savoir que la Maison des adolescents de l'Aude va, et utilise déjà, mais va développer des liens pour que les adolescents puissent communiquer comme ça. On est, nous, en train d'en faire le constat au Centre Abadie. On se rend compte que les demandes de consultation, maintenant, elles arrivent par Internet. Ben ouais. Il va falloir l'accepter. Il va falloir qu'ils arrivent à trouver. Vous savez que nos hôpitaux ont eu la naïveté de construire les adresses mail en mettant le prénom, point, le nom, l'hôpital. Donc ça, ils savent ça. Donc moi, je reçois directement sur mon bureau des messages. Bonjour, je m'appelle Truc, je pourrais vous voir en consulte. Et ma secrétaire, elle est complètement court-circuitée parce que ils ont compris comment on fait pour adresser directement des messages aux gens. Il faut qu'on en tienne compte. Il va falloir qu'on révise complètement nos façons de voir les portes d'entrée, les réponses. Je pense qu'on va connaître dans les 10 ans qui viennent probablement des consultations, même si il faudra qu'il y ait de la chair et de l'os, et même s'il faudra qu'il y ait de la vraie relation, il y aura des premiers contacts qui seront numériques, ça c'est incontestable. Et ça, je voulais vous donner aussi cet élément-là. Il me reste plus de temps là. 2 minutes. Un truc qui est très important. Aujourd'hui, les progrès de l'image, haute résolution, donnent des images extrêmement fines, mais abrasent la transmission des émotions. Vous savez ça. Si vous discutez dans une visioconférence avec quelqu'un à l'autre bout du monde, ça va paraître magique sur le coup, parce que vraiment, on discute avec un Chinois, il est juste en face, etc. C'est super, et bonjour Chinois, etc. Comment vas-tu, Français? Sauf que, et les hommes d'affaires le déplorent, on ne peut pas voir sur l'image, aussi fine que soit la résolution de l'image, les émotions ressenties. Il faut le contact humain, le vrai contact humain. Donc n'allez pas imaginer que le lien Internet ou le lien numérique va, en tout cas dans un avenir proche, remplacer le lien interhumain. Pas du tout, hein. Mais il ne faut pas non plus rejeter le lien numérique. Il faut faire avec les deux. Il faut accepter ce que nous offrent les ados, c'est-à-dire la capacité à utiliser tout ce qui est possible pour pouvoir communiquer. On peut communiquer, entrer en contact par Internet, par voie numérique, mais on doit aussi pouvoir accepter de se voir en vrai. Et je voudrais, c'est là-dessus que je vais terminer, vous dire aussi que, ok, toutes leurs méthodes, tous leurs usages à nos ados leur permettent de faire fonctionner l'imaginaire, mais jusqu'à un certain point quand même, et dans la réalité, nous, de nos constats cliniques, on s'est aperçu que on peut jouer avec eux. On est en train de fabriquer un serious game. J'espère que dans un an, certains d'entre vous pourront l'utiliser. C'est un simulateur de moments de crise à l'adolescence. C'est un ado, un avatar d'ado qui est confronté à un adulte
dans une situation très conflictuelle. On peut jouer à ça avec eux, mais ça n'est vraiment profitable que quand on leur fait jouer ensuite en chair et en os l'action produite. Donc on en revient à le théâtre, bah oui, c'est un fondement humain qui n'est pas remis en question par le numérique. Il faut donc, on les a placés en position de consommateurs, ils évoluent dans une société de consommation, ils nous le restituent de temps en temps à la face, au visage, mais ayons-nous la conviction qu'il va falloir aussi les remettre en position d'acteurs, et d'acteurs dans tous les sens du terme, à la fois dans les représentations, mais aussi dans les actions, dans les activités qu'ils peuvent proposer. Nous, on n'a jamais, je vous parlais là ils veulent jouer à l'atelier musique Cendrillon ou Stairway to Heaven, mais on est en train de s'apercevoir qu'ils ont une envie, une frénésie de jouer avec des vrais instruments, parce que ce sont des enfants de la musique en boîte. Ils ont besoin d'acheter des guitares, de toucher des guitares, etc. Et il faut cultiver ça, c'est-à-dire vraiment ne pas se contenter de virtualiser le mode de relation qu'on peut avoir avec eux. Merci de votre attention.